Après un parcours quasi rectiligne de 600 km depuis la capitale algérienne, au hasard d'un semblant de courbe, une tache verte rompt la monotonie de l'espace éclatant de lumière. Des milliers de palmiers surgissent comme par miracle. Rien ne prédispose à cette vision de la nature sous la forme d'un croissant qui tranche avec l'ocre des versants du plateau de la Chebka. C'est pourtant là, dans cet amas de roches et de sable, dans cet espace en principe hostile au développement de toute vie, de toute activité, qu'a pris naissance la civilisation ibadite. La cité se présente à prime abord comme une forteresse quasi imprenable, avec ses hauts murs qui l'entourent à 360 degrés. Adgar Dayan a vite fait de se rendre compte à quel point les habitants que l'on croise se distinguent de ceux des autres régions de l'Algérie. Ce sont les Mozabites, descendants directs des Ibadites, des tribus musulmanes, qui avaient choisi la dissidence au sein de l'islam, préférant pour fuir leurs persécuteurs s'installer au IXe siècle dans une région aride. De nos jours, les Ibadites restent toujours fidèles à leurs principes qui défendent un islam démocratique et égalitaire avec une grande rigueur morale. Nos ancêtres, quand ils sont venus ici, déjà ils ont choisi, disons, un désert dans un désert. Ce n'est pas un hasard qu'ils se sont, c'est-à-dire, fixés ici dans cette région. On est dans le désert, donc ce qui est primordial, c'est l'eau. Au désert, l'existence de quelques points d'eau ne peut absolument pas compenser la sécheresse extrême qui interdit en principe une installation à demeure. Donc, c'est-à-dire, ils se sont toujours fixés ou bien ils sont implantés toujours aux rives des oueds. Certainement, ils ont découvert que ce oued Mzab est parmi les plus grands oueds qui existent dans la région ici du sud. Pour défendre en effet leurs existences, les Ibadites vont d'abord s'évertuer à protéger le mieux possible les refuges où ils ont décidé de s'installer. C'est à partir de 2012 qu'il y a eu une urbanisation de ces sites. Avant, c'était on appelle ça genre de forteresse, ou bien genre de forteresse, donc on les appelle agharm. Aussi, très rapidement, les nombreuses tours qui servent de guet deviendront le départ des constructions plus élaborées. Mais cette volonté de se construire des abris solides fera appel à des solutions originales. C'était la région la plus désertique du désert, la plus aride du désert pratiquement. Le Mzab est connu ainsi. Confrontés en permanence à un autre ennemi implacable, le climat aride, avec l'absence d'eau, les Ibadites se sont transformés en bâtisseurs. Ces gens nous ont appris à creuser un puits dans la roche, à fondre les canons et les sables pour fabriquer des outils, ce qu'on appelle menkoub. Et c'était pas facile de le faire parce que parfois creuser un puits durait 3 générations de suite. Parfois ça durait jusqu'à 60 ans. Donc la première personne creusait le puits, commençait à creuser le puits parce qu'elle avait trouvé de l'eau pour s'abreuver. Et donc automatiquement se sentait en devoir de creuser un autre puits pour sa progéniture. Elle le faisait désintéressement, elle ne le faisait pas pour sa personne. Parce que pour sa personne, elle avait déjà de l'eau pronte. Et la personne qui venait par la suite, peut-être que celle-ci creusait 10 mètres, venait par la suite, elle mourait, venait par la suite une autre personne, ou bien un autre groupe de personnes qui creusaient par la suite. Parfois, ça durait jusqu'à 3 générations. La dernière génération qui arrivait à l'eau, Yatal Borbi, c'est-à-dire prier Dieu pour la bénédiction de ceux qui avaient initié ce travail, et en même temps se rendait compte de la responsabilité qui leur avait été léguée par ses aïeux. Celle de creuser un autre puits pour les autres, ou bien de planter un arbre, ou bien de construire des remparts, ou bien faire un travail surtout utile. Le Mzab, j'appelle ça la culture de l'utile. Un effort d'aménagement des sols sera réalisé afin de rendre cette région réellement viable. En utilisant uniquement les matériaux locaux, des pierres, ils vont construire des barrages dans un premier temps. Sur l'Oued, un râtelier en maçonnerie a été posé entre le XIe et XVIe siècle, sur toute la largeur du fleuve.
Il s'agit de dalles posées verticalement et disposées régulièrement afin de permettre une distribution rationnelle de l'eau. Quand il y a un surplus, ça coule par là. On coupe vers les canaux d'arrivée, là, avec des portes métalliques. On doit stopper une quantité d'eau. C'est des canaux de réception qui irriguent une très grande partie de la ville d'été. Et l'eau qui marche lentement ou doucement suivant la densité de la crue. Alors cette eau s'est divisée, vous voyez, au long de la rue, avec des ouvertures droite à gauche. Qui dit tour dit forteresse et enceinte. En l'espace d'un siècle, les Ksous prennent leur physionomie définitive de ville fortifiée. D'abord fortins qui dominent l'espace, de véritables cités émergent par la suite, qui vont tout au long de leur création maintenir une cohésion totale entre elles. 5 villes composent actuellement la pentapole du Mzab. El Atef a été construite en 1010 et c'est la plus ancienne. Bounoura la lumineuse, Ménika la reine, Pénisguen la sainte. Gardaïa est la dernière bâtie en 1048. Ces sites qui continuent à offrir au regard leur aspect traditionnel de ville fortifiée, en dépit des progrès de notre époque, sont toujours placés sur des points stratégiques du relief. La mosquée est un foyer spirituel qui occupe les sphères supérieures. Chaque ville reste entourée d'un rempart. Plus bas, à l'extérieur, les cimetières. Et enfin, tout autour, les palmeraies qui s'étalent. La Palmeraie devient, durant la période la plus chaude de l'année, une véritable ville d'été. La singularité de ces sites, de ces forteresses et citadelles imprenables, le souci de préservation de leur valeur architecturale ont justifié la décision prise par l'UNESCO en 1982 de les intégrer au patrimoine mondial. La spécificité de ces villes du Mzab attire curieux, admirateurs, chercheurs, architectes et touristes. C'était sur la volonté de la population de Gardaïa, du Mzab, et les artisans, les sympathisants, les chercheurs, les académistes, tous veulent une organisation et une orientation du touriste à l'intérieur du ville du Mzab, connu plus à l'étranger qu'à l'intérieur. L'envie de venir au Mzab, ça a été toujours le cas pour moi. Et avec cette recherche, maintenant, c'est devenu une nécessité. Je pense que ça, c'est notre objectif. C'est aussi une tradition qu'on a l'habitude de recevoir des chercheurs et des étudiants, des étudiantes du monde entier qui viennent, qui s'intéressent à notre patrimoine. Et je pense qu'on est obligé, je crois dire obligé. Vous faites ça avec plaisir. Oui, ça nous fait plaisir, autrement dit, de les accueillir et de les orienter, de les encadrer dans l'objectif d'enrichir et de préserver notre patrimoine. Je lui ai mis un guide à sa disposition, une bibliographie touchant son domaine de l'architecture, des discussions, de contacts avec les gens concernés, et bien sûr un séjour agréable. Approchez s'il vous plaît là. C'est-à-dire prochainement. Bienvenue à Gardaïa. Nous avons Gardaïa, Pénisguen, Bounoura, El Atef et Ménika. Des 5 villes qu'on appelle la Pentapole. Il y a un instant, ils sont entourés de la muraille extérieure. Un instant, il n'y avait rien à l'extérieur. C'est vide. Il y a du muraille, puis il y a des portes qui se ferment. Alors là, nous sommes sur le petit marché de Gardaïa. Le petit marché minime, c'est le petit marché du XIe siècle. À XIe siècle de l'année grégorienne. Et ce que vous venez de voir là-bas, le grand marché, c'est le marché du XIIIe siècle. Alors là, vous trouvez à côté de ce marché, il y a un puits toujours avec un palmier. Le premier marché avant l'extension. Le noyau de la ville, il y a toujours, dans cette ville, il y a le minaret et la mosquée plantée au centre de la colline. Moi, pourquoi je viens, c'est surtout pour la partie traditionnelle. C'est surtout le savoir-faire des ancêtres qui ont construit quand même au XIe siècle, dans une partie quand même assez rude. Enfin, le climat est rude. Combiner tout ça
pour trouver un consensus et une adaptation parfaite. Hein. La structure de chaque cité du Mzab est à l'image de la structure sociale. Pour y accéder, il faut d'abord déambuler. Lorsqu'il franchit la porte de la ville, le passant peut évoluer à l'intérieur d'un dédale de ruelles très étroites, disposées en cercles concentriques qui vont de la ville au rempart. C'est une population hétéroclite composée aussi bien de Mozabites que de commerçants et voyageurs arabes des régions avoisinantes. Les Mozabites, pour leur part, sont réputés pour leur sens des affaires et ils entretiennent aussi bien entre les membres de leur communauté qu'avec les étrangers des relations basées sur des valeurs morales strictes, le respect de l'autre, la parole donnée. Hormis les heures chaudes de la journée, l'activité bat son plein au niveau de la place centrale du marché relégué au bas de la ville. Ici, c'est l'aile de Gardaya qui est le domaine de rencontres et du commerce. Les Mozabites ne se sont pas contentés des activités liées à leur environnement comme l'élevage. Ils se sont perfectionnés dans le monde des affaires. Et là, justement, leurs grandes capacités de négociateurs se sont affirmées. Ils font preuve en effet en permanence de qualité où la rigueur, la morale et l'opiniâtreté sont étroitement mêlées.